Mesdames, Messieurs, bonjour. Un sommaire assez chargé pour cette première édition de juillet. L'Union soviétique, d'abord, s'apprête à faire des funérailles nationales aux 3 cosmonautes morts hier, funérailles demain. Aujourd'hui, les habitants de Moscou vont rendre un dernier hommage aux 3 victimes de l'espace, dont les corps seront incinérés et dont les cendres seront scellées dans le mur du Kremlin sur la place rouge. Reste l'explication du drame. Les savants du monde entier sont persuadés que les soviétiques connaissent la vérité. On suppose qu'ils attendent quelques vérifications avant de révéler cette vérité. En politique française, la session de printemps s'est achevée cette nuit par le nouveau vote à l'Assemblée de la réforme de la loi de 1901 sur le contrat d'association. Et puis, une importante déclaration de Mme Bine, qui devrait relancer la conférence de Paris sur le Vietnam. Mme Bine propose un nouveau plan de libération des prisonniers. Et puis, bien sûr, les départs, la première vague de vacances. Pour l'instant, la circulation semble assez bonne. Je vous signale tout de suite, d'ailleurs, l'ouverture d'un tronçon de l'autoroute A32, le tronçon Metz-Fréming. Jusqu'ici, les départs se sont échelonnés. Les bouchons ne sont pas très nombreux. On en a signalé 3, je vous les donne, à Bolène, sur l'autoroute vers la Côte d'Azur, à Lyon aussi, et au col du Pertus, où il y a 60 minutes d'attente. Reste à savoir maintenant quel temps va couvrir cette route des vacances. Monsieur Larivière, d'abord, quel temps aujourd'hui, sur la route aujourd'hui et cette nuit? Oui, vous savez, on n'a pas l'impression à Paris que le beau temps est déjà arrivé, mais vous pouvez passer la première carte et vous allez voir tout de suite qu'il arrive depuis le large de l'Atlantique jusque sur la plus grande partie de la France. Les pluies se trouvent rejetées, donc, comme vous le voyez aussi, sur le nord Atlantique, le nord des îles Britanniques, la Scandinavie. Malheureusement, elles ont tendance à redescendre après sur les Balkans, et donc cela va nous donner tout de même, au début de ces vacances, une petite tendance nuageuse. Vous pouvez passer maintenant à la seconde carte, et voyez, jusque donc au week-end, on aura vraisemblablement ce temps-là, c'est-à-dire très beau temps sur la plus grande partie de la France, avec des températures de 22 à 25 en général, 26 à 28 dans le midi. Maintenant, des nuages plus abondants, surtout le matin, en bordure de la Manche et de la mer du Nord, et aussi dans le sud-ouest, mais au cours de la journée, sur ces deux régions, les éclaircies viendront quand même. Toutefois, sur les Pyrénées, surtout dimanche, on attend quelques orages. Maintenant, le mois de juillet, vos prévisions expérimentales. Oui, vous savez, le mois de juillet, les prévisions expérimentales, on fait toutes les réserves possibles. Je crois qu'on n'en fera jamais trop parce qu'on ne sait pas faire ces prévisions. On les fait à titre expérimental, mais l'opinion des météorologistes internationaux, de l'Organisation météorologique mondiale, c'est qu'on ne saura faire des prévisions à 15 jours que dans 10 ans. Du moins, c'est le but des recherches actuelles. Donc, voyez, vous me demandez des choses qu'on ne peut pas faire. Mais enfin, on a donc ces prévisions expérimentales et heureusement, ça va vous rassurer, elles sont bonnes puisqu'on attend un mois de juillet chaud, normalement chaud. C'est-à-dire, par exemple, qu'à Paris, au lieu d'avoir 19 comme on a eu tout ce mois de juin, on devrait avoir 24. Et que dans le midi, au lieu d'avoir 24 ou 25 comme il y a eu ce mois de juin, on devrait avoir 28. Donc dans l'ensemble, un bon Oui, mois de juillet. maintenant, un mois de juillet normal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'orage, et on attend aussi des orages tout de même, surtout dans la deuxième quinzaine du mois, qui peuvent être forts par moment. Monsieur Larivière, vous prenez vos vacances quand? Au mois d'août. Bon. Passons maintenant à la politique française. La tradition le veut ainsi. Députés et sénateurs partent en vacances en même temps que les écoliers, mais leur travail à eux n'est pas terminé. À l'Assemblée, hier, M. Chirac a rendu hommage d'ailleurs au travail du Parlement. Malgré les imperfections, a-t-il dit, le pays est conscient de l'importance considérable de l'œuvre législative du Parlement. Voici d'ailleurs quelques extraits choisis par Daniel Brême des 2 dernières séances à l'Assemblée et au Sénat. Le Parlement doit, grâce à l'examen durant les intercessions de textes déposés en temps opportun, ne pas perdre un seul instant à l'ouverture de chacune de nos périodes de travail. Il faut aussi, je le répète, que, sauf cas exceptionnel, aucune inscription à l'ordre du jour de la session en cours ne soit demandée pour des projets déposés postérieurement au 1er juin ou au 1er décembre. Il est évident que cette décision ne saurait s'appliquer à des textes présentant un indiscutable caractère d'urgence et répondant à une nécessité absolue. Mais à la limite, lorsqu'il apparaîtra que notre calendrier ne permet pas leur examen sérieux, le gouvernement ne doit pas hésiter à demander la convocation d'une session extraordinaire. Je remercie une fois de plus les représentants de la presse écrite et parlée, ainsi que la télévision, qui ont rendu largement compte de nos travaux
et qui, pour avoir partagé nos difficultés et nos fatigues, ont su les évoquer avec objectivité et compréhension, tout en se faisant l'écho de nos protestations. Je voudrais également, naturellement, m'associer aux remerciements que vous avez adressés aux représentants de la presse, qui se sont efforcés, comme à l'accoutumée et avec bien des difficultés, de rendre compte avec intelligence et objectivité de nos débats. Vous venez de souligner, Monsieur le Président, comment, en séance publique comme en commission, avec l'aide d'un personnel compétent et dévoué, la représentation nationale a accompli sa mission à un rythme dont l'accélération a pris, dans les dernières semaines, un caractère manifestement excessif. Le gouvernement est conscient que cet état de choses ne peut pas se renouveler. Le Premier ministre, ici même et hors de cette enceinte, a reconnu la nécessité impérative des améliorations à apporter dans l'organisation des travaux parlementaires, pour la part qui relève de son action propre, notamment en ce qui concerne l'équilibre du calendrier de la session et le délai raisonnable dont doivent disposer les commissions et l'ensemble des parlementaires pour pouvoir rapporter et étudier les textes avant leur venue en séance publique. Il apparaît que malgré de sérieux rappels du Premier ministre, malgré les efforts faits par le ministre et les secrétaires d'État chargés des rapports avec les assemblées, que je me plais à souligner, les nombreuses administrations qui préparent les textes ne sont pas mises en mesure de les présenter en temps opportun. Le gouvernement doit savoir qu'il s'agit là de son domaine et qu'il doit y mettre bon ordre. Car je me refuse à croire qu'il y ait dans ce désordre volonté délibérée d'obtenir des votes par surprise d'un Parlement insuffisamment averti des problèmes posés. Nos concitoyens doivent savoir, je le répète, qu'avec de telles pratiques, rappelant le travail à la chaîne, le Parlement ne délibère plus dans les conditions convenables et qu'il n'est plus en mesure de jouer son rôle essentiel, qui est avant tout de bien faire la loi. Je vous donne l'assurance, ainsi que l'a déclaré Monsieur le Premier ministre dimanche dernier à Dijon, que le nécessaire sera fait pour que les travaux des prochaines sessions soient mieux répartis. Des bruits divers, vous avez entendu à l'Assemblée, ont été émis par les députés au moment où le ministre rendait hommage au travail des journalistes. Il y a eu un petit incident, mes confrères vexés sont sortis immédiatement de séance afin de marquer à leur tour leur désapprobation de la réaction d'un certain nombre de députés. Enfin, pour terminer, M. Chirac a annoncé aux députés la décision du gouvernement de déposer un certain nombre de projets à la prochaine session, par exemple la réforme des professions judiciaires, la réforme des procédures de contravention, etc. Aussi un certain nombre de textes concernant l'agriculture. La session du budget, la session de rentrée s'annonce donc très chargée. À part cela, je vous signale rapidement que le patronat français a pris rendez-vous le 8 juillet avec la CGT et la CFDT pour discuter du problème précis des salariés de plus de 60 ans privés d'emploi. L'Agence nationale algérienne a rendu public hier soir les termes de l'accord intervenu entre la Sonatrach et la Compagnie française des pétroles. Gérard Vidalange, quel est le sentiment des milieux financiers? C'est la détente, c'est quand même le soulagement. Et la bourse de Paris aujourd'hui est bien orientée avec une hausse assez sensible sur les grandes valeurs françaises. La Française des pétroles elle-même n'a pas bronché, c'est un peu le fait accompli, mais l'accord intervenu est important. C'est un contrat de 5 ans donc qui est signé et disons que la tactique du colonel Boumedienne a réussi puisque l'Algérie récupère 51% des gisements au Sahara et également la part des profits que l'Algérie donc désirait obtenir. Alors pour la Française des pétroles, l'accord se résume très brièvement en 3 points. L'indemnisation, 340 millions, mais cette indemnisation sera amputée de 150 millions au titre d'impôts arriérés. La compagnie pourra disposer de 7 millions de tonnes, ce qui n'est pas négligeable du tout, mais bien sûr le prix est un peu plus cher que le prix de marché, 2,75 $ par baril, mais troisièmement, les garanties sont tout de même assez considérable puisque la société pourra bénéficier librement de la possibilité de transférer ses bénéfices et l'on estime que ces bénéfices seront de l'ordre du 5e de ce que la Compagnie française des pétroles réalisait avant la nationalisation donc des gisements algériens.
Maintenant, c'est au tour du groupe El Ferrap, le groupe d'État, de trouver une solution. Les négociations commenceront le 19 juillet. Donc, bonne tendance aujourd'hui à la Bourse de Paris. Dernière séance aujourd'hui au Conseil de Paris. Ce soir, les conseillers doivent se prononcer d'une façon définitive sur le stationnement payant. Stationnement payant déjà adopté par 38 villes de province en France, mais abandonné d'ailleurs par plusieurs métropoles étrangères après quelques années d'expérience. Vous voyez que le dossier est très controversé. Autre décision déjà prise par le Conseil de Paris, cette fois l'aménagement du quartier des Halles. En principe, on devait poser aujourd'hui les premières palissades. Édouard Laure est allé voir ce qu'a été la dernière nuit du vieux quartier des Halles. Les Halles de Baltard, 1er juillet 1971, 0h 5 minutes à peu près, officieusement, depuis 5 minutes, elles n'existent plus. Vous le savez, les Halles de Baltard seront détruites, démolies, le plus rapidement possible. Une dernière nuit qui n'aura pas soulevé la passion des Parisiens, une dernière nuit qui s'est finalement passée dans l'indifférence générale. Seulement quelques affiches demandant un dernier répit pour les Halles de Baltard, quelques badauds aussi, mais en fait, les Halles de Baltard se sont éteintes très tôt ce soir. D'abord parce que c'était pour beaucoup la dernière soirée. Brecht, le 30 juin, dernière soirée pour les marionnettes, le théâtre de Thun, 30 juin aussi pour les expositions, celle de Picasso, celle des expositions de vitraux, fermeture aussi le 30 juin de ce parc miniature, la faune sauvage, où l'on trouvait des blaireaux, des renards, des chats sauvages. Il restait pourtant la fête foraine, elle devait fermer ses portes à 1h, mais à 11h30, tout était éteint. Est-ce que pour vous c'est votre dernière soirée ? Ah non, justement, c'est pas notre dernière soirée du tout. On finit normalement jusqu'au 14 juillet. A noter qu'une manifestation a eu lieu hier soir au Halles, un groupe de jeunes gens venant d'une réunion du Secours Rouge à Mutualité, réunion à laquelle n'assistait pas Jean-Paul Sartre d'ailleurs. Une quarantaine de jeunes gens ont été interpellés au cours de ces manifestations. Alors le début effectif de ces travaux n'est pas encore fixé, mais il est certain que pendant de longs mois maintenant, les habitants du quartier vont avoir à souffrir du bruit. Et cela nous amène à ce petit appareil. Le voici. Cela s'appelle un sonomètre avec lequel vous pouvez savoir si le bruit qui vous entoure dépasse les 60 décibels, le seuil de la fatigue, ou même les 80 décibels, la zone dangereuse. Une opération SOS Nature est lancée par le ministère de l'Environnement pour lutter contre les nuisances et en particulier le bruit. Mais la situation est déjà telle que, vous allez le voir dans l'enquête de François Cornet, les seuls endroits où l'on peut vivre normalement à Paris, eh bien, ce sont les cimetières. Regardez. Sur le boulevard périphérique entre la porte de Clichy et celle des Lilas dans le nord de Paris, le thermomètre du bruit monte chaque jour à plus de 90 décibels. Le décibel est l'unité de mesure retenue comme première appréciation partielle du bruit en tant que nuisance. Cette unité est au bruit ce que les degrés sont à la température. Le seuil du véritable danger des nuisances du bruit sur l'individu commence à 80 décibels. Au-dessus de 115 décibels, les séquelles de l'oreille risquent d'être définitives. L'enquête SOS Nature porte uniquement sur le bruit de la rue, sans tenir compte de celui lié aux conditions de travail encore plus néfastes. Le résultat de cette enquête est alarmant si l'on tient compte que le seuil de fatigue par le bruit est atteint à partir de 60 décibels et que la zone dangereuse des nuisances du bruit se situe à partir de 80 décibels, le Parisien, comme la plupart des citadins d'ailleurs, est non seulement menacé par la pollution, mais en plus, et de façon permanente, par le bruit. En aucun point de Paris, que ce soit à l'Étoile, la Concorde, à l'École militaire au Luxembourg, à la République, au Palais Royal, à la Bourse ou à la Tour Eiffel, le thermomètre du bruit ne descend au-dessous de 70 décibels. Étant donné que le véritable repos de l'individu est impossible au-dessus de 55 décibels, il n'y a guère que dans les cimetières que l'on ne dépasse pas ce niveau. Sans oublier toutefois quelques squares ou jardins publics,
Il serait vain cependant de croire que le bois de Boulogne, par exemple, soit un havre de paix. On enregistre dans la journée à cet endroit, près du lac, 82 décibels. Oui, le bruit est bien un des maux de notre siècle et de notre civilisation, une nuisance grave de notre environnement. Pour y remédier, non pour le guérir, la tâche est trop complexe, SOS Nature préconise néanmoins un certain nombre de remèdes. L'enquête confirmant qu'une grande partie du bruit dans la ville provient de la circulation, nous ne citerons que ceci. S'il existait un peu moins de pots d'échappement de voitures ou de motos trafiquées, si chacun conduisait normalement en ville au lieu de piloter dans un Formule Sport pour faire bien, ce bruit excessif dans la cité serait peut-être contré. Car ce n'est au fond qu'une minorité qui en est responsable et qui semble oublier que ne pas faire trop de bruit, c'est avant tout une question d'éducation. Tout cela nous ramène à la sagesse humaine et c'est une autre histoire. Les affaires de l'étranger maintenant, après la décision de la Cour suprême américaine de laisser publier les rapports secrets sur le Vietnam, Madame Binh, la représentante du Front de libération du Sud-Vietnam, a annoncé ce matin qu'elle allait faire une déclaration importante pouvant débloquer les négociations. Maurice Werther, est-ce que cette conférence est débloquée? Est-ce que le plan de libération des prisonniers est connu maintenant? Oui, on connaît ce plan, mais il est extrêmement difficile de dire si oui ou non la conférence est débloquée pour une raison très simple, c'est qu'on ne sait pas ce que les Américains pensent du plan de Madame Binh. Pour l'essentiel, ce plan consiste à faire coïncider la libération de tous les prisonniers américains avec l'évacuation du Vietnam par toutes les troupes américaines. Ce qui bloquait la négociation jusqu'à présent, c'est que d'une part, les Vietnamiens voulaient que les Américains s'engagent à quitter le Vietnam à une date fixe avant d'accepter de parler d'autre chose, tandis que les Américains voulaient que les Vietnamiens s'engagent à libérer tous les prisonniers avant d'accepter de parler autre chose. Maintenant, Madame Binh propose de faire les deux opérations, libération des prisonniers, évacuation du territoire vietnamien par les troupes américaines en même temps. Reste à savoir si les Américains considéreront que c'est un compromis satisfaisant. Voilà où on en est ce matin, et pour le reste, eh bien, attendons. Oui, attendons donc la réaction américaine. En sport, quelques télégrammes rapidement. D'abord en athlétisme, une belle victoire hier de Jean Vadou. Hier soir dans le 5000 mètres à Helsinki. En 13 minutes 30 secondes et 4 dixièmes, Jean Vadou a battu le Kenyan Keno. En football, ça bouge dans les coulisses des grandes équipes professionnelles. Nice, après avoir acquis Charlie Loubet, vient d'acquérir deux nouveaux joueurs pour la saison prochaine, Revelli, que vous voyez ici, et Camerini, tous deux de Saint-Étienne. Et puis un écho à Marseille, des contrôles fiscaux ont lieu, paraît-il, à l'Olympique de Marseille. Monsieur Leclerc, le président, a dit, on ne sait trop bien pourquoi, je ne sais pas si dans ces conditions, les transferts de Carnus et de Bosquier pourront être confirmés. Maintenant, Hebdo Midi Jeune, Jean-Michel Desjeunes. Bonjour, à la une de l'actualité jeune cette semaine, je pense encore le baccalauréat avec les résultats qu'un certain nombre d'entre vous attendent, ces résultats qui doivent vous arriver par l'intermédiaire du facteur, sans doute le 12 ou le 13 juillet au plus tard. Alors bien sûr, une période un petit peu d'inquiétude et un souci aussi, c'est celui de l'inscription en faculté, si bien sûr vous avez réussi à ce baccalauréat. Et à ce sujet, je crois qu'il est important de se souvenir que vous devez vous inscrire en faculté avant vos vacances. Pour tous les problèmes d'ailleurs qui concernent ces inscriptions, je pense qu'il y a un conseil important, c'est de regarder l'émission Vivre au présent de demain, celle aussi du 5 juillet, qui seront justement consacrées à ces problèmes de l'inscription en faculté après le baccalauréat. Peut-être un petit peu moins souriantes les perspectives de l'armée, du service militaire pour certains d'entre vous. Il y a malgré tout un beau côté des choses, c'est relativement limité, vous me direz, mais à partir du 1er juillet, tous les soldats de deuxième classe toucheront 75 centimes par jour au lieu de 50. Les jeunes du contingent néerlandais, eux, avaient d'autres soucis. Ils voulaient absolument faire adopter, approuver, faire admettre, disons, le port des cheveux longs. C'est maintenant chose faite. Le bidas hollandais peut se coiffer à la Stone, comme c'était d'ailleurs déjà le cas en Allemagne. À propos des Rolling Stones, vous savez qu'ils sont installés maintenant dans le midi de la France. Ils ont parfois des ennuis d'ailleurs avec les autorités des Alpes-Maritimes. Exemple, Keith Richards, le batteur,
vient d'être inculpé pour coups et blessures à la suite d'une sombre histoire qui s'est passée bien tard sur le port de Beaulieu. Pendant ce temps-là, en Angleterre, les programmateurs de la BBC vont devoir supprimer quelques-uns des disques justement des Rolling Stones. La direction de la BBC a en effet décidé de supprimer tous les disques qui font d'une manière ou d'une autre allusion à la drogue. Et pour les Rolling Stones en particulier, ça représente quand même pas mal de titres. Une information plus grave à ce sujet à propos de la drogue, c'est un chiffre. Selon la préfecture de Paris, 41% des drogués interpellés à Paris ont moins de 21 ans. Une nouvelle mode pour les cheveux féminins, pour les coupes de cheveux féminines, la mode Angela Davis. Il s'agit, vous le savez, de cette jeune révolutionnaire noire américaine. Certains coiffeurs se sont emparés de son personnage, à vous de juger d'après cette photo si cela vous tente. Pour les jeunes peintres français, c'est une nouvelle importante. Depuis hier soir, ils ont à Paris une galerie consacrée à leurs œuvres. Ce sont les sénateurs qui ont décidé d'ouvrir les portes de l'Orangerie du Luxembourg. Pendant tout l'été, de jeunes peintres inconnus pourront exposer leurs tableaux à l'Orangerie du Luxembourg au Sénat. Peut-être une suggestion pour dimanche prochain. Si vous vous trouvez dans la région parisienne, dans le cadre du Festival de Provins, à partir de 15 h, une démonstration assez étonnante. Il s'agit des cascadeurs d'Ivan Chiffre qui vont reconstituer, comme vous le voyez sur ces images, les tournois du Moyen-Âge. Un spectacle assez étonnant. Je vous signale d'ailleurs, nous aurons l'occasion de reparler, de voir ces garçons assez exceptionnels que sont les cascadeurs. Ce sera le sujet d'une édition spéciale d'Hebdo Jeune dans le courant de ce mois de juillet. Ce garçon, vous le connaissez, vous avez l'habitude de le voir, mais peut-être pas à moto. Il s'agit bien sûr de Patrick Chapuis. Patrick Chapuis qui vient d'écrire un livre sur la moto, un livre qui est sorti cette semaine. Il est tout à fait d'actualité puisque, disons, le phénomène de la moto, cette nouvelle vogue, est de plus en plus d'actualité. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la moto, de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs. Cela s'appelle Moto Virus, ce livre. Et Patrick est là pour nous en parler un petit peu. Je crois qu'il faudra essayer d'expliquer d'ailleurs, Patrick, pourquoi cette nouvelle vogue de la moto en France. Oui, je crois qu'on parle beaucoup de la moto un petit peu comme l'instrument d'une certaine fureur de vivre. On en parle aussi comme l'instrument des PDG. C'est un aspect. Et le véritable aspect de la moto, c'est que je crois que c'est l'instrument le plus pratique qu'on puisse imaginer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a 5-6 ans, il y avait la grande mode du scooter, par exemple. Quelle est la différence? Oui, c'est un petit peu plus ancien que ça, le scooter. Oui, mais un peu plus. Oui. Le scooter, je crois que c'était un petit peu notre époque, quand on allait au lycée tous les deux. C'était un peu cette époque-là. Le scooter, c'était très bien, mais c'était pas ce que représente la moto maintenant. La moto maintenant, c'est un engin étonnant, c'est un engin très rapide, c'est un engin très propre, c'est un engin qui a toutes les qualités. Ici, nous voyons des acrobaties sur ce qu'on appelle des motos de trial. Évidemment, je ne conseille pas tellement à des débutants de s'inspirer de ces méthodes. Pourquoi un tel succès de la moto? Eh bien, je crois parce que maintenant, on fabrique des engins, les Japonais ont été les promoteurs, on fabrique des engins très propres. Moi, personnellement, je me déplace qu'en moto. Quand je viens travailler ici, je suis dans une tenue normale. Et je n'ai aucun problème de ce côté-là. Parce qu'effectivement, une des légendes, c'est de dire que lorsqu'on se promène en moto, on arrive un petit peu en mauvais état. Enfin, avec d'abord les cheveux dans un désordre, la figure pas très propre. Est-ce que c'est vrai à l'expérience? C'est ce qui se passait dans le temps avec les motos anciennes, qui étaient des motos qui projetaient pas mal d'huile. Maintenant, évidemment, dans la circulation parisienne, il y a un problème, puisqu'il y a la poussière, il y a tout ce qu'il y a dans les rues. Mais au point de vue efficacité, c'est incomparable. Motovirus, vous avez le virus, vous Patrick? Motovirus? Vous l'avez, le virus. Ah, c'est un virus. Je crois que personne ne peut résister à ce virus. Un certain nombre de conseils pratiques aussi dans ce livre. Oui. Pour les jeunes notamment. Les conseils pratiques, parce que j'ai essayé d'expliquer ce qu'on pouvait faire avec une moto. On peut faire des tas de choses. On peut aller sur la glace, on peut participer à des rallyes, on peut faire des compétitions. Mais je crois qu'il faut commencer par le début, c'est-à-dire, je crois commencer par un cyclomoteur. Le cyclomoteur, sa définition, c'est moins de 50 cm3. On peut s'en servir à partir de l'âge de 14 ans. Pas de permis. 45 000 francs anciens, c'est l'investissement nécessaire. Ensuite... C'est plus raisonnable de commencer par le vélomoteur? Ce qu'on appelle le vélomoteur, là il y a une explication à donner, vous appelez vélomoteur ce que la loi appelle le cyclomoteur. Le vélomoteur, c'est à partir de 125 cm3, enfin jusqu'à 125 cm3, c'est-à-dire que vous pouvez le conduire à partir de 16 ans, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un permis moto si vous avez votre permis auto, mais 16 ans, ça n'est pas possible, donc il faut passer ce qu'on appelle une licence, simplement le code, pas de conduite. Là, vous pouvez avoir un instrument très intéressant à partir de, disons, 250 000 francs. Et puis, après 125 cm3, là, c'est la moto, les gros cubes, enfin, le rêve, tout ce dont nous rêvons tous, et qui vraiment constitue des engins fantastiques.
c'est très supérieur à tout ce qu'on peut faire avec une voiture. Il y a pas de... Vous voyez l'enthousiasme de Patrick dès qu'on commence à parler de la moto. En tout cas, je vous propose de vous reporter à son livre qui s'appelle Motovirus par Patrick Chappuis. Avant de terminer cet hebdo, je vous propose de vous emmener un petit peu au cinéma. C'est une exclusivité, en quelque sorte, un dessin animé que vous ne pouvez pas voir en ce moment dans les salles de projection. C'est le film qui a remporté le prix du film pour la jeunesse au festival d'Annecy. Cela s'appelle Évolution. C'est l'œuvre d'un Canadien qui s'appelle, lui, Mike Mills. Vous allez le voir, un dessin très moderne. C'est une histoire un peu fantaisiste de la création du monde, une terre peuplée d'animaux étranges qui se reproduisent très curieusement, et puis le singe et puis l'homme apparaissent. Regardez. Revenons aux choses sérieuses maintenant. La bourse, à part le pétrole, on parle beaucoup d'un regroupement de la chimie autour de Rhône-Poulenc, Gérard Vidalange. Oui, Paul Lefebvre, il y a une concentration dans la chimie lourde. C'est Rhône-Poulenc qui reprend la participation de 39% que possédait Saint-Gobain Pont-à-Mousson dans une société appelée Péchinet Saint-Gobain, qui était le numéro 1 de la chimie lourde en France. Après cette prise de participation, Rhône-Poulenc détiendra 90% de Péchinet Saint-Gobain, c'est dire que Rhône-Poulenc sera le maître en quelque sorte de cette société, et comme Péchinet Saint-Gobain est le pivot de la chimie lourde en France, probablement d'autres sociétés vont s'agréger à Péchinet Saint-Gobain, si bien que Rhône-Poulenc est vraiment le grand rassembleur de la chimie. Saint-Gobain, 145 francs aujourd'hui, va devenir du même coup actionnaire de Rhône-Poulenc. Ce sera l'un des plus importants actionnaires avec environ 5,5% et 6% du capital. L'autre actionnaire de Rhône-Poulenc étant Séchimet avec un peu moins de 7%. Vous voyez qu'Antar a progressé vivement aujourd'hui, 84 francs contre 82 francs.
les valeurs pétrolières restent toujours les bouts en train du marché. Ce sont vraiment les locomotives de la bourse. Voici quelques variations en dehors d'Antar. La Shell a monté, la Française de raffinage a baissé de 6 francs, mais attention, il y a un coupon qui a été détaché, ex-coupon de 10 francs, et vous voyez donc que le titre est tout de même techniquement en hausse. Française des pétroles, devant le fait accompli, répète son cours de la veille. Ici, c'est également l'Aquitaine qui se distingue, puisqu'après détachement d'un coupon de 12 francs, l'action vaut 628 francs, tandis que les Galeries Lafayette sont très recherchées. On a coté 160 francs en séance. C'est un titre qui est très déprécié, et bien entendu, après la restructuration dans les grands magasins parisiens, après l'accord intervenu au printemps, eh bien, on parle beaucoup des Galeries Lafayette, qui, à ce cours-là, est vraiment très tentant. Prénatal n'est pas encore coté. La société a maintenant réalisé sa fusion avec Materna. Voici du reste d'autres hausses dans différents secteurs. Roussel-Uclaf, encore un coupon détaché, 6 francs 50. On peut dire que c'est la grande saison de la mise en paiement des coupons pour les actionnaires, et l'ensemble des coupons représenteront pour les Français porteurs d'actions tout de même une somme assez considérable de près de 4 milliards. C'est une somme qui est souvent réinvestie et qui provoque donc un soutien pour la bourse. Voici du reste la plupart des sociétés qui ont détaché leurs coupons aujourd'hui. Je donne ce tableau pour précisément renseigner nos téléspectateurs qui attendent ces coupons. Revenons à la corbeille pour constater que le printemps est encore en hausse aujourd'hui à 179 francs. La Banque de l'Indochine est plus calme, 324. En dehors de ces grandes valeurs françaises, on parle beaucoup de Citroën. Citroën qui retrouve la forme. Depuis le début de l'année, la société a accru sa production de 21% et son chiffre d'affaires est en augmentation de 28%. Pourquoi cet essor? Eh bien, ce sont les succès de la GS, puisque la cadence de ce modèle est passée de 750 voitures jour actuellement à 850, dont la moitié est déjà maintenant exportée. Enfin, le président a déclaré que l'équilibre d'exploitation de la société pourra être retrouvé pour 71. Vous vous souvenez que Citroën avait déclaré pour 70 des pertes énormes dépassant 300 millions. Peugeot également se tient fort bien, 271 contre 267. C'était aujourd'hui l'introduction à la cote des piles Vondair. Je ne connais pas encore le cours d'introduction, mais cette valeur était très recherchée. Valeurs étrangères, aujourd'hui c'est la reprise de New York qui a bien réconforté les valeurs internationales, aussi bien les valeurs américaines elles-mêmes cotées à la Bourse de Paris que les valeurs belges et les valeurs allemandes. Petrofina, vous le voyez, est en hausse aujourd'hui, 7 francs 40, 498 francs 20. La norvégienne de l'azote, dont je n'ai pas donné le cours, est à 1060 francs. Sur le marché de l'or, pratiquement peu de variations, sauf tout de même une reprise de 35 francs sur le lingot à 7280. Donc c'est une bonne séance aujourd'hui pour la Bourse de Paris. Je crois qu'il y a certainement de l'argent à gagner à la Bourse de Paris. À vous, Paul Lefebvre. Eh bien, j'ai vérifié, les informations financières ne dépassaient pas le seuil de la fatigue intellectuelle. Cette édition de Télémidi, la première du mois de juillet, est maintenant terminée. Merci de votre attention et bonne journée.